1309 amendements, 2 semaines de débats. Les députés ont débuté mardi l'examen du projet de loi d'urgence agricole. Un texte de réconciliation, selon les mots de la ministre de l'Agriculture, entre l'urgence écologique et l'urgence de produire. Une réconciliation dont nous avons voulu, le Premier ministre et moi-même, qu'elle soit la plus large possible en construisant un texte du quotidien. Un texte qui apporte des réponses concrètes à des difficultés concrètes. Le texte est censé répondre à la colère des agriculteurs qui se sont mobilisés partout en France ces derniers mois, notamment contre l'abattage préventif des cheptels en pleine épidémie de dermatose nodulaire et contre le Mercosur. On ne va pas se laisser faire et on ne va pas se laisser marcher dessus et on existe. Les agriculteurs ont-ils été entendus ? Le texte annoncé au départ comme resserré aborde une multitude de thèmes. Cela va de la prédation du loup aux achats patriotiques pour les cantines, en passant par l'allègement des obligations pour construire des ouvrages de stockage d'eau ou des bâtiments d'élevage. Le gouvernement a néanmoins pris soin de ne pas réintroduire des pesticides controversés. La ministre de la Transition écologique en a fait une ligne rouge en attendant un possible rebondissement au Sénat. Madame la ministre, il n'y a pas d'agriculture sans écologie. C'est pourquoi aussi nous nous opposons à la réintroduction de certains pesticides interdits. Au final, le texte provoque plus de division que d'adhésion dans la classe politique comme dans les rangs des syndicats. Son intention, elle est claire, c'est d'accélérer vers un modèle productiviste, l'agrandissement des fermes, l'accaparement de l'eau, mais aussi de voir réapparaître des néonicotinoïdes. Alors le projet de loi répond-il aux urgences de tous les agriculteurs ? Ou a-t-il été écrit par la FNSEA, premier syndicat agricole de France, comme ironisent ses détracteurs ? Comment trouver un modèle agricole commun et durable ? Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos 3 invités. Jean-Luc Duval, bonsoir. Vous êtes vice-président de la coopération agricole, vous êtes éleveur de bovins et vous produisez des pommes à cidre. Dans quelle région ? En Normandie. En Normandie, vous avez combien de bêtes ? 250 et une vingtaine d'hectares de vergers en pommes à cidre. Très bien. Et selon vous, à travers cette loi d'urgence agricole, il s'agit d'avoir la confirmation que la France est une grande nation agricole. Vous considérez qu'il faut libérer les capacités de production. Certes, ajoutez-vous, il faut des règles, mais trop de contraintes expliquent que notre balance commerciale soit cette année, enfin pour 2025, presque négative. À côté de vous, Laure Ducot, bonsoir. Vous êtes ingénieure agronome, directrice de campagne pour l'ONG Bloom. Vous avez publié il y a 2 ans le livre « Les frites viennent des patates ». Oui, parce que tout le monde n'est pas censé forcément le savoir ou s'en souvenir. Non, malheureusement non. Et selon vous, avec ce projet de loi d'urgence, on a fait des cadeaux aux tenants de l'agriculture productiviste et industrielle, comme la FNSEA. Et vous ajoutez, c'est un énième coup porté à l'écologie depuis 3 ans, depuis les enchaînements de lois d'orientation agricole. Et à Aurélie Catalo, bonsoir, directrice du programme Agriculture et Alimentation France à l'IDRI. Selon vous, une 3e loi agricole en 3 ans, cela montre qu'on essaye de redonner par tous les moyens des perspectives à la profession, à l'agriculture, mais vous ajoutez, il n'y a pas un monde agricole en France, il y a quantité de mondes agricoles. Et on va démarrer le débat avec le chiffre du jour, Benjamin. Le projet de loi d'urgence agricole, donc, dont les débats viennent de commencer, est passé de 23 à 45 articles après son examen en commission de l'Assemblée nationale, sans compter les 2300 et quelques amendements qui ont été déposés par les différents groupes politiques, ce qui fait dire à certains que c'est un texte fourre-tout. Vous, Aurélie Catalo, vous parlez de texte karaoké. Pourquoi donc ? C'est un texte hétéroclite dans lequel on a pour partie des dispositions relativement consensuelles, par exemple celles qui sont relatives à la préférence communautaire pour l'approvisionnement de la restauration collective. Et d'un autre côté, on a des dispositions qui sont beaucoup plus clivantes, au premier rang desquelles celles qui sont relatives à l'irrigation et à l'agrandissement des bâtiments d'élevage. Jean-Luc Duval, c'est la bonne réponse à la crise agricole que vous traversez ? C'est une réponse. Enfin, moi, j'appelle de mes voeux au fait qu'on retrouve un peu de calme et de sérénité sur le sujet agricole. Enfin, il fallait une loi pour ça. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, enfin, voilà, le paysan que je suis est un peu étonné, enfin, pas étonné de ce qui se passe, parce qu'on a une Assemblée qui est quand même très clivée et très clivante. Voilà, moi je pense qu'on a besoin de raison sur le sujet. Je considère, ça a été dit par vos propos tout à l'heure, que la France est un grand pays agricole. Voilà, notre histoire elle est faite, on sait produire de l'agriculture, on s'est doté d'un certain nombre d'outils. On est le premier producteur agricole de européen. Transformation, de recherche. L'INRA n'existe pas dans les autres pays. Il y a peu de pays Institut national de recherche agronomique qui se sont dotés de cet outil INRA. Donc voilà, moi je dis
voilà, retrouvons un peu de sérénité sur le sujet. On peut avoir un peu de savoir ce que la méthode de produire peut nous amener à un certain nombre de débats. Mais c'était dit aussi, la France est un jardin. Et elle est aussi sur une diversité de territoires, de terroirs. L'agriculteur-éleveur que je suis en Normandie, par rapport à mes collègues d'Occitanie ou viticulteurs dans l'Hérault, c'est des différences très fortes. On a besoin de retrouver un peu de sérénité. Moi, j'en appelle de mes voeux. Alors du coup, est-ce qu'il fallait justement pour cela un texte de loi? Parce qu'il faut de la sérénité, faire retomber un peu les tensions. C'est ce que se veut ce texte de réconciliation. Oui, sauf que ce n'est pas un texte qui se veut apaisant pour tous les agriculteurs. On le disait en introduction, il y a des agricultures en France. Et là, ce texte-là, c'est un cadeau, je le dis aussi en introduction, mais aux tenants d'une agriculture donc productiviste. Pas à tout le monde, parce qu'en fait, la colère des agriculteurs, elle vient d'où à l'origine? Elle vient de la question de la rémunération. Elle vient de pouvoir vivre dignement de son métier. Or là, comme Aurélie le disait, Aurélie Catalo, il y a certains articles qui concernent la rémunération, mais beaucoup d'autres qui en fait concernent une minorité d'élevage, une minorité d'agriculteurs. La rémunération, 43% des agriculteurs vivraient sous le SMIC. Tout à fait. Très peu. Par contre, les dirigeants de coopératives agricoles, je ne sais pas ce qu'il en est, parce que vous n'êtes pas que paysans, vous êtes aussi dirigeants de coopératives, ont des salaires qui sont mirobolants. Donc en fait, c'est ça. En fait, on a des différences de salaire, on a des différences de conditions de travail dans la profession. Et donc ce texte répond à une agriculture qui est une agriculture industrielle. Réponse d'Angélique Duval et ensuite Aurélie Catalo. J'ai pas de salaire. Je suis pas salarié. Je suis responsable dans ma coopérative et j'ai des indemnités journalières qui me permettent de me libérer de mon exploitation pour pouvoir me faire remplacer. Je touche 150 € par jour d'indemnité journalière. Et avant de rentrer sur ce studio, j'ai mon salarié au téléphone qui m'a expliqué que le tracteur avait pris feu dans les vergers chez nous. Voilà, c'est juste ça. C'est le fait. Voilà, je souffre. Vous parlez vraiment de l'ensemble. Non mais voilà, je voudrais rétablir un petit peu les choses. Et sur l'élevage et autres. Il y a une question de revenus, mais il y a aussi une question de place de l'agriculture. L'agriculture est très interrogée dans notre société, et il y a une question de charge mentale. Je le dis, et pas que du gros agriculteur ou du grand agriculteur. Moi j'ai échangé chez moi avec une agricultrice qui s'installait avec 900 poules, et qui avait une association en face d'elle pour dire qu'elle n'avait pas le droit de s'installer. Charge mentale pour certains jusqu'au désespoir et au suicide. Elle n'a pas pu s'installer. Oui, sur la question des revenus agricoles, elle est évidemment fondamentale dans ce qui inquiète la profession agricole elle-même, mais aussi les acteurs des industries agroalimentaires et puis les politiques. Mais en fait, là à nouveau, le maître mot, c'est l'hétérogénéité. On a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie en France, et tant mieux. C'est globalement plutôt le cas, par exemple, des éleveurs porcins. Les producteurs de pommes de terre dans la moitié nord de la France, ils gagnent plutôt bien leur vie. Non. Les céréaliers, depuis 2024, sont devenus les pauvres de l'agriculture française. Avec 3 000 € par an, le revenu comptable avant impôt en 2024 des céréaliers est de 3 000 € sur l'année. Ils ont perdu 75% de leurs revenus. À cause des aléas climatiques. Parce que 2024 était une très mauvaise année. Autre sous-secteur, on va dire agricole, qui a vu une très forte baisse de ses revenus agricoles, c'est la viticulture. Et c'est pas pour rien qu'on a notamment cette loi d'urgence agricole. Céréaliers, viticulteurs, ce sont traditionnellement des représentants plutôt puissants de l'agriculture française politiquement et des exportateurs. Et donc elle apporte des réponses à ces gens-là ou pas, cette loi? Ils demandent aux politiques des réponses d'urgence, entre guillemets, face à leur état de santé économique. Et une autre partie de la profession agricole, elle, voit plutôt une tendance de fond, de perte de vitesse de la France par rapport à la concurrence européenne et extra-européenne, dans un modèle productiviste, et eux aussi cherchent à avoir une libéralisation de leur potentiel de production pour pouvoir essayer de gagner cette course à la productivité. Est-ce que dans les problèmes se surajoute ce qui se passe en ce moment, la crise au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz et le prix des engrais phosphatés, pour ceux qui en utilisent, qui devient fou et qui a augmenté de manière exponentielle? Clairement, je veux dire, et j'étais au ministère de l'Agriculture il y a quelques jours pour une réunion sur le fait qu'on réouvre un peu les négos avec nos clients que sont la grande distribution, pour ajuster un peu les prix. Parce que vous avez parlé d'engrais, mais avant, il y a l'énergie. C'est-à-dire qu'on n'est plus à la traction animale, on est à la traction avec des tracteurs et autres, et on est encore à l'énergie fossile. Peut-être qu'un jour, on parlera d'énergie électrique. On a aussi des problèmes de transport. Quand vous êtes une coopérative agricole, vous transportez des tonnes. Moi, dans mon secteur, je transporte 120 000 tonnes de pommes
Donc il faut des camions pour transporter ça, et donc ça a évidemment des conséquences très fortes sur les coûts de transport. Vous avez évalué le coût de la facture, l'augmentation du coût de votre facture, par exemple? On peut considérer que, pour l'instant, on est autour de 13% d'augmentation des coûts de transport. Et puis on a un autre sujet de produits à partir de la pétrochimie, qui sont les emballages. On avait des stocks dans nos usines, c'est-à-dire que quand vous mangez un yaourt, il faut un contenant, et donc c'est à partir de la pétrochimie, on peut penser ce qu'on en veut, mais c'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. Et là, on parle d'augmentation de 50%. Ouais. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna un sujet qui fâche quant aux différents sujets abordés par ce projet de loi, c'est le stockage de l'eau, Anna, et le captage de l'eau aussi. Oui, 2 points particulièrement sensibles, vous l'avez dit, la question du stockage de l'eau d'un côté et celle du captage de l'eau de l'autre. Le stockage de l'eau, ce sont les méga-bassines. Le projet de loi prévoit notamment d'en faciliter la création pour irriguer l'agriculture en allégeant certaines règles. Dans l'article 5, par exemple, il est question de supprimer les réunions publiques jusqu'alors obligatoires par de simples permanences. L'association France Nature Environnement regrette déjà le manque de débat à venir, constitutif selon elle de tensions dans les territoires. Mais cet article 5, il renforce aussi le pouvoir des préfets qui vont pouvoir temporairement autoriser des prélèvements d'eau en contournant des décisions de justice. Et puis l'autre point sensible, c'est la question donc du captage de l'eau. Sur les 33 000 points de captage que compte la France, un tiers serait aujourd'hui pollués par le nitrate, les pesticides, selon le ministère de la Transition écologique. Et l'article 8 envisage de ne protéger désormais que les points de captage dits prioritaires. En volume, ça représente 5 fois moins que les points de captage dits sensibles qui sont actuellement protégés. Et c'est un recul environnemental majeur pour les associations environnementales, tandis que la FNSEA, de l'autre côté, réclame, elle, depuis plusieurs années, la simplification des règles d'épandage à proximité des points de captage d'eau. Jean-Luc Duval, je me tourne vers vous parce que vous êtes agriculteur, naturellement. Est-ce que vous êtes pour la création de ces méga-bassines, par exemple? Alors, je n'ai surtout pas utilisé le terme, je vais parler de stockage de l'eau. Enfin, je veux dire, alors c'est l'agriculteur normand qui vous en parle, hein, mais j'ai des collègues, parce que l'eau, quand on capte de l'eau en France, ça reste très minimum par rapport à d'autres pays qui sont autour de nous, hein, entre l'Italie et l'Espagne, qui sont à 10 et 20% de captation de l'eau. Nous, on est autour de 1%. Et il y a 5% des exploitations françaises qui irriguent. Donc voilà, il faut aussi qu'on remette un peu les choses, l'église au milieu du village sur le sujet. Moi, je pense qu'on a besoin de débattre autour de ce bien précieux qu'est l'eau. Enfin, je veux dire, j'ai pas de sujet sur le sujet. Enfin, j'ai pas de problème à en parler. Par contre, à un moment donné, on voit bien qu'on atteint des ruptures. Enfin, moi, je souffre pour mes collègues agriculteurs qui sont en région. Parce qu'on est en état de stress hydrique. Oui, et puis je parlais de la charge mentale tout à l'heure. Quand vous avez des ouvrages, comme on vient de voir tout à l'heure, qui ont été vandalisés à coups de cutter, en France, quand vous vous promenez et vous regardez une réserve d'eau, on dirait un camp militaire. C'est-à-dire qu'il y a des barbelés, il y a des caméras, et c'est théorisé. Enfin, c'est même théorisé par certaines ONG de dire que ça va entrer des coûts supplémentaires et donc on fera qu'on ne pourra pas le faire. Moi, je regrette ça. Oui. Moi, la réunion publique, je l'appelle de tous mes voeux, mais avec un peu de réserve. Lors du coup, sur la question. Alors là, on va se rejoindre avec Jean-Luc Duval sur le fait qu'on a besoin de dialogue et donc de démocratie. Et en fait, ce qui est très grave, et merci pour la présentation, parce qu'en fait, là, le gouvernement étant une fois de plus en train de détruire tous les contre-pouvoirs démocratiques. C'est-à-dire qu'on on empêche d'avoir des réunions permanentes, des réunions, donc ça veut dire que c'est remplacé par des permanences localement, ça veut dire qu'il n'y aura plus de débat. Les citoyens peuvent venir, mais il n'y aura pas de discussion, donc pas de politique au sens original du terme. Le fait de s'asseoir sur la décision du tribunal, mais c'est gravissime. C'est-à-dire que là, le gouvernement dit qu'on va on va donner plus de pouvoir au préfet pour que si un tribunal rend une décision, il ne la respecte pas. Mais c'est pour lutter aussi contre les obstructions de principe des associations qui diraient non à toute méga-bassine, non, pour être clair. Mais en fait, les écologistes n'agissent pas pour le plaisir. En fait, ils répondent à une question d'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils soulèvent des enjeux. Parce que si M. Duval, pour lui, c'est pas l'intérêt général, justement. Mais la question, quelle est-elle? La question, elle est, est-ce qu'on peut produire suffisamment pour tout le monde, de façon saine, c'est-à-dire de prendre soin de la santé de tout le monde, y compris des agriculteurs et des agricultrices, et sur le long terme. Aujourd'hui, on pourrait faire ça, on saurait le faire, et on ne le fait pas. Comment ça, on saurait le faire? Les instituts techniques, ça, Aurélie Catalo pourra nous en parler très bien. En fait, c'est déjà prouvé, on saurait nourrir tous les Européens de 2050 sans engrais, sans pesticides chimiques. Ça, c'est prouvé. Et je termine quand même sur l'enjeu démocratique, parce que c'est gravissime quand même de contourner la justice. Le gouvernement veut aussi se débrouiller dans un futur véhicule législatif. Il veut se débrouiller pour réintroduire...
Les néonicotinoïdes, alors que le Conseil d'État a retoqué ça. Enfin, en fait, et il veut, pour les élevages... C'est dans le cadre de la loi du plomb, ça. Il veut sortir les élevages de la législation actuelle pour que ce soit le gouvernement qui légifère par ordonnance. Donc, en fait, s'asseoir sur le pouvoir des parlementaires. Alors justement, en fait, on est vraiment... Parler des pesticides et des néonicotinoïdes, Laurent Duplon, qui est sénateur républicain de la Haute-Loire, à l'origine d'une loi pour la réintroduction de ces pesticides, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, n'entend pas renoncer à son projet. Écoutez. On doit pouvoir parler des produits phytosanitaires. On ne peut pas continuer de jouer cette politique qui consiste à balayer la poussière sous le tapis, tout en regardant s'effondrer l'agriculture française. Parce que la réalité, c'est que quand on met l'écologie au-dessus de tout et qu'on fait que l'agriculture française ne produit pas, bah la réalité, c'est qu'elle importe. C'est-à-dire qu'à force de cumuler des interdits, à force de cumuler des contraintes, eh bien, on empêche de produire en France. Aurélie Catalo, on empêche de produire en France parce qu'on a des normes trop fortes, trop réglementaires, et on importe. Non, voilà, mais c'est une manière très dogmatique de poser la question. On a besoin de règles pour encadrer la manière dont on produit en France, ça c'est clair. Donc si on reprend le sujet des infrastructures d'irrigation, par exemple, il faut arrêter d'être dans une posture si caricaturale de se dire soit je suis contre toute construction d'infrastructures d'irrigation, soit on considère que les agriculteurs ont un accès illimité à une ressource qui est limitée. Ce sont deux visions très polarisantes, irréconciliables. Mais pardon, on importe bien des aliments aujourd'hui qui sont utilisés, où des pesticides ont été utilisés pour les faire pousser, pour les mettre dans nos assiettes. Donc pourquoi ne pas les utiliser en France? Voilà ce que dit Duplon. Oui, mais alors là, sur ce sujet-là, c'est un des rares sujets qui est consensuel. Précisément, appliquer une forme de réciprocité des normes sur notamment les pesticides, globalement, personne ne s'y oppose en France. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'essayer de trouver un juste milieu, d'éviter les législations de principe et d'avoir plutôt une législation de responsabilité dans laquelle on va dire sur l'irrigation, par exemple, pourquoi pas dans certains territoires pour lesquels la ressource en eau est suffisamment disponible et pour lesquels cette eau va servir à améliorer la souveraineté alimentaire du pays. Ça, c'est une voie de passage assez intéressante. Moi, j'appelle ça de mes voeux. J'étais avec mes amis des Deux-Sèvres il y a quelques temps. Hein. Ils pompaient dans la nappe. Hein. Enfin, je veux dire et là, on a fait des réserves de substitution, c'est-à-dire qu'on a rempli lorsqu'il tombe de l'eau. Enfin, il y a des fois, je me dis un peu de bon sens paysan. On appelle ça du BSP chez nous sur le fait que et l'INRA le dit aussi en disant à un moment donné, quand il pleut un peu trop, on sait bien que le changement climatique va faire qu'il y a des précipitations qui vont être un peu plus violentes à certains moments et des manques d'eau à d'autres moments. Voilà, moi, je suis pas un grand scientifique, mais je suis juste Jean-Luc Duval, sur les néonicotinoïdes et la réintroduction désirée par le sénateur Duplon, on a bien compris. Comment on réconcilie ceux qui font de la betterave, de la noisette, de la pomme ou de la cerise et les abeilles, la nécessité de protéger les pollinisateurs? Comment on réconcilie ça? Je vous l'ai dit, je suis planteur de vergers à cidre, de pommes à cidre. Donc moi, les pollinisateurs, j'en ai surtout besoin. Enfin, voilà. Je veux dire que c'est clairement le sujet. Donc les abeilles. Mais il m'arrive de temps en temps d'avoir des ravageurs dans mes vergers sur lesquels qui est une population dont je n'ai pas envie parce que ça met en péril ma récolte. Voilà, mes copains producteurs de noisettes, Unicoque, qui est une coopérative qui est sur la production de noisettes, on commence à avoir quelques pistes, produits de substitution pour éviter les néonicotinoïdes. Clairement, tout le monde appelle de ses voeux ce genre de travail et autres. On est vraiment dans cette logique-là. Mais voilà, je pense qu'il y a besoin de remettre un peu. Alors c'est peut-être mon tempérament normand qui veut ça, mais d'essayer de caper un peu le jeu. Mais lors du coup, il y a un autre sujet que l'agrandissement des élevages, c'est-à-dire élever davantage de poulets. On en consomme énormément en France, on en a parlé ici même. Plutôt que de les importer, pourquoi ne pas faire des grandes fermes avec 900 poulets comme cette agricultrice voulait le faire en France plutôt que de les importer? Pourquoi ne pas le faire? En France, c'est rien. Là, on est plutôt sur le projet de loi, c'est plutôt sur du 80-85 000 ans. Donc, c'est des énormes élevages. Donc, le constat selon lequel on importe plus de la moitié de notre consommation de poulet. Oui. On le partage, c'est factuel. Le constat selon lequel on a besoin de produire plus de poulets en France pour répondre à cette demande, tout en peut-être réduisant la consommation de poulet, qui est excessive aujourd'hui au regard de ce que la planète peut supporter. On est d'accord aussi. Mais est-ce qu'on a besoin, pour répondre à cette demande, d'avoir des élevages de 70, 80, 85 000 poulets ? En fait, on sait faire de l'élevage différemment. Jean-Luc Duval parlait d'une collègue qui voulait s'implanter avec 900 poulets. C'est quand même beaucoup plus raisonnable. L'élevage extensif pourrait satisfaire la demande actuelle. Bien sûr, on sait faire de façon, mais avec plus d'emplois aussi. C'est aussi au service d'une économie. Bon, la question se pose de l'avenir des agriculteurs. En France, en 1955, il y en avait 2,5 millions d'exploitations. Cette année, moins de 400 000. Y aura-t-il encore des paysans en 2050 sur le sol français? Inquiétude qui n'est pas nouvelle. Regardez notre archive, elle date de 1994. On comptait en 1979 plus d'1 200 000 exploitations agricoles et seulement 800 000 l'an dernier.
Reportage de nos correspondants dans le sud-ouest, Sandrine Merck, Olivier Combe. Comme beaucoup d'exploitants de son âge, David a le spleen de l'agriculteur. Ses 3 garçons ne reprendront pas la propriété qu'il tient lui-même de ses parents. Sa retraite menace de se solder par 3110 francs mensuels et une terre en friche, faute d'acquéreur. Depuis l'âge de 13 ans, je travaille la terre. C'est triste d'en arriver là. Parce que je pensais m'être battu pour avoir acquis ces quelques hectares, mais maintenant je les ai sur le bras. Le nombre d'agriculteurs, lui, continue de dégringoler, moins 13% en 3 ans. Et c'est une pente inexorable. Aujourd'hui, 349 600 exploitations contre plus d'1 200 000 en 1979. Aurélie Catalogue, ça veut dire quoi? Qu'il faut renoncer à une agriculture d'exportation pour se concentrer sur une agriculture d'autosuffisance pour nourrir la France seulement? Il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'agriculteurs et les volumes produits. Paradoxalement, plus on est dans un modèle productiviste, moins on a d'agriculteurs, plus on produit beaucoup en quantité. En fait, c'est plutôt une question de modèle agricole. Il y en a plusieurs, des modèles. De modèles agricoles, vous avez raison, je n'avais pas fait la liaison du pluriel. L'enjeu du renouvellement générationnel et de cette pyramide démographique inquiétante, c'est est-ce qu'on est capable de donner envie de faire ce métier d'agriculteur, et notamment en offrant un revenu. Sur cette question du revenu, du coup, on a tendance à beaucoup se focaliser sur la capacité à générer des produits, c'est-à-dire des ventes et un peu de subventions. On s'intéresse beaucoup moins aux charges. Et peut-être que ce qui peut donner aussi envie à des jeunes de reprendre, c'est de dire je ne vais pas m'endetter sur 40 ans, sur des montants. Ils n'ont pas des aides. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides, non, à l'installation? Les aides, elles couvrent une fraction très congrue de ce sur quoi vous vous endettez. Juste un chiffre, le niveau de charge annuel moyen en France aujourd'hui d'une exploitation agricole, c'est environ 250 000 €. Ça, c'est ce qu'elle sort tous les ans. Et parfois, ça passe parce qu'il y a beaucoup de produits et parfois ça ne permet pas du tout de dégager un revenu. Ça, c'est pas attractif et ça nous aide pas au renouvellement général. À pérenniser. Ouais, dans la coopération agricole, on a d'autres structures qui s'appellent les CUMA, qui sont des coopératives d'utilisation de matériel agricole, qui permettent à plusieurs agriculteurs d'investir. Et dans la dernière loi qui a été publiée, un crédit d'impôt est mis pour le fait de jeunes qui adhèrent à une CUMA et donc de ne pas avoir toujours acheté le tracteur qui fait plaisir. Enfin, je veux dire qu'il y a aussi on a un peu des grands enfants, hein, mais qui fait plaisir. Mais on est complètement dans cette logique-là. Et quand moi, dans ma coopérative, je travaille avec les jeunes agriculteurs, je pense qu'il y a 2 sujets sur lesquels ils manquent en formation. Oui, ils sont pas assez formés sur le management, parce que de plus en plus de salariés. Donc, c'est-à-dire que là-dessus, il y a un sujet. Et l'ingénierie financière. C'est-à-dire que de comment je gère l'exploitation. Il y a le prix du produit, mais il y a aussi la marge. Mais est-ce qu'il faut une loi quand même pour faire parler de ça et justement pour au moins penser le nouveau modèle agricole? Est-ce qu'elle a pas cette vertu-là lors du coup de cette loi dont on va discuter là maintenant? Cette loi, malheureusement, elle ne transformera pas le système actuel et on pourrait avoir des lois vraiment intéressantes, mais pour ça, il faut avoir de la cohérence et le gouvernement aujourd'hui ne l'a pas. Parce que d'un côté, il soutient un modèle qui en fait est prédateur d'autres modèles agricoles. Les modèles agricoles ne coexistent pas, c'est pas vrai. Il y en a plusieurs, mais ils ne peuvent pas coexister. Et donc, en fait, on a besoin de soutenir la transmission, on a besoin de soutenir la recherche-développement notamment, mais par contre, on ne peut pas continuer à soutenir une poignée d'élevage industriel ou une poignée d'agriculture industrielle qui détruit les autres, qui détruit l'air, l'eau et notre santé quand même au passage. Le débat est terminé. Je pense que vous le poursuivrez hors antenne. Voilà. Merci en tout cas à tous les 3 d'être venus débattre avec calme et avec votre bon sens paysan. Merci infiniment.